Bonjour, Sabah al khir. Je vais continuer ma série historique et la fois j'étais arrivé à la Reconquista et ce que j'avais envie de vous dire, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, qu'en fait le mot Reconquista a été reconstruit par après. Donc ce n'était pas au moment des faits, au moment de l'actualité, qu'on a décidé de reconquérir l'Espagne pour des raisons religieuses ou autres. Ça s'est décalé dans le temps, donc c'est probablement quelque chose de reconstruit. Donc le mot reconquista apparaît au XVIIIe siècle, alors que les villes, disons qu'elles ont perdu leur influence musulmane au cours du XIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle. Donc ça a été un processus où le souverain musulman n'était plus musulman, mais c'était qu'est-ce que c'est? C'était un changement de dynastie, un changement de pouvoir. C'est ça ce qu'on peut dire. Il faut faire aussi un rapport entre le rapport démographique. Il y a un rapport démographique qui a une pression plus importante qui vient du nord de l'Espagne. Donc ce sont de nouvelles influences et c'était normal que Meyrit ou que Cordoue change de dynastie. Est-ce que c'est pour autant une libération ou autre? Donc il faudrait voir un peu les faits dans l'histoire. Et vous voyez, quand on donne un sens religieux à l'idéologie de l'histoire, lorsque l'on parle de reconquista, on vise d'autres objectifs. C'est-à-dire que l'idéologie chrétienne ou l'idéologie religieuse a été importante au XVIe siècle, bien sûr, et puis au XVIIe, au XVIIIe, et à ce jour où les gens s'identifient encore à la religion, parfois avant de s'identifier à la nation, ce qui pose un problème. Bon, Hassilou, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était peut-être une croisade sans être une croisade, et en fait c'est un point noir de l'histoire qui a eu pour conséquence, bon, qui a eu une grande intensité, surtout sous Isabelle la catholique, alors qu'à la fin c'était vraiment, on ne voulait plus de pouvoir musulman absolument, et les musulmans de Grenade ont dû faire appel, ont essayé de faire appel en tout cas aux Nord-Africains, qui ne sont pas venus à leur secours, ni aux Égyptiens, aux Mamelouks égyptiens, qui n'ont pas pu venir parce qu'ils vivaient la famine et finalement on leur a donné un petit accord de blé et de ce fait-là ils ne sont pas intervenus. Et donc Grenade s'est retrouvée seule, le souverain musulman de Grenade s'est retrouvé seul et la ville a été perdue et en conséquence nous avons eu la migration bon moi j'appelle ça les morisques, mais bon les morisques pour moi ce sont tous les Espagnols, je ne vais pas faire de distinction dans leur religion. Alors ces morisques d'Espagne qui ont dû quitter, enfin qui ont dû ou se convertir, ou mourir, ou partir. Donc vraiment, le choix, il était là. Donc beaucoup sont partis. Ils sont partis vers l'Afrique du Nord, bien entendu, mais ils sont aussi allés vers la France, vers le sud de la France, et aussi le nord de l'Italie, et vers l'Empire ottoman. Et puis, on trouve aussi des traces, c'est surtout les Juifs qui sont capables de tenir comment dire, cette continuité de la communauté. On voit qu'il y a eu des Juifs d'Espagne qui sont allés aux Pays-Bas. Vous voyez? Donc la migration, et vous avez aussi parlé des Maranes. Des Maranes, on croit que ce sont des Juifs italiens, mais en fait non, ce sont des Juifs d'Espagne, du Portugal, qui se sont dans un premier temps réfugiés en Italie, à Livorno particulièrement. Ça veut pas, sont probablement aussi associés. Bon, et tous ces gens-là sont revenus en Afrique du Nord. Alors, j'ai un petit défaut dans mon bouquin, mais enfin, je ne peux pas tout faire. C'est que j'ai pas assez parlé de la période musulmane en Espagne, parce que bon, c'était pas mon but. Hein. Mon but, c'est surtout parler de l'histoire de la Tunisie, l'histoire de l'Ifriqiya, parce que notre pays s'appelait Ifriqiya. Et donc je n'ai pas parlé de cette période musulmane d'Espagne, de tous ses apports sociaux, son évolution politique, etc. C'est intéressant. Il y a sûrement des implications à voir. Et il y a une chose que je n'ai pas vue non plus, c'est l'apport des Andalous quand ils sont revenus en Afrique du Nord. Je vous ai parlé bien sûr des Sévillans, de l'élite sévillane qui a été attirée à Tunis par le souverain Hafsid. Mais il y a beaucoup plus que ça. Hein. Donc ils sont venus à Testour, ils ont fondé des villes, ils ont été actifs dans l'agriculture. Donc l'apport des Andalous en Tunisie est utile, intéressant. Mais bon, comme moi je suis un peu resté sur l'histoire de Djerba, les Andalous ne me semble pas qu'ils soient arrivés jusqu'à Djerba.
Enfin bon, ils sont restés en Tunisie, en Afrique du Nord, et voilà. Donc maintenant j'attaque le XVIe siècle. Alors le XVIe siècle, ouf, il est très 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 riche en documentation, en information. Alors je pense que ça va me prendre 3 ou 4 séances pour vous parler de ce XVIe siècle. Et dans ce XVIe siècle, pour que vous voyez l'importance, je vais vous parler des personnalités du XVIe siècle. Vous avez tout d'abord Charles Quint. C'est le siècle de Charles Quint, c'est le siècle de François Ier en France, c'est le siècle de Henri VIII en Angleterre, c'est le siècle de Soliman le Magnifique, c'est le siècle aussi des barbaresques, du fameux Barberousse ou Barbarossa, du pirate des mers, etc. Et donc c'est une période de confrontation entre les deux puissances de la Méditerranée de l'époque, qui étaient l'Espagne et l'Empire ottoman, qui s'affrontaient. Et puis c'était vraiment une guerre des deux grands, avec leurs influences, comme vous aurez pu voir la guerre froide ou la guerre entre les Russes et les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est pareil. On a deux conflits, deux puissances, et puis finalement, elles vont s'épuiser à se batailler l'une contre l'autre. Et les unes vont partir vers l'Amérique latine, parce qu'il y a la découverte de nouveaux continents. Et l'Empire ottoman, c'est pareil. Lui aussi, il fait des découvertes vers l'Asie, vers l'Afrique de l'Est. Mais si les Espagnols découvrent plein d'or, découvrent des continents, découvrent des produits, etc., ils s'enrichissent d'un enrichissement qui ne leur servira pas, qui servira au démarrage économique des autres puissances européennes. Mais eux, ils sont restés bullionists, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de conserver l'or, et en fait, ils ne se sont pas développés. Bon, assez le, je vais pas... Eux se sont enrichis dans cette pression de l'Amérique latine, dans cette découverte de l'Amérique latine. Par contre, les Ottomans se sont épuisés en Perse, ils se sont épuisés dans les montagnes de l'Himalaya, ils se sont épuisés en Afrique de l'Est avec les maladies du sommeil, etc. Donc leurs armées ont été décimées et ils n'avaient plus d'or et donc ils ont eu beaucoup de mal à battre monnaie, etc. Donc vous voyez, ce sont deux empires qui s'affrontent en Méditerranée et qui vont finalement s'épuiser au XVIIe siècle. Alors commençons d'abord par Charles Quint, c'est bien sûr le grand personnage. Il faut savoir qui est Charles Quint. Charles Quint est le petit-fils d'Isabelle la catholique. Isabelle la catholique et Aragon, comment il s'appelle, Ferdinand d'Aragon, qui se sont mariés, qui ont réunifié les Espagnes et qui ont pris une puissance en Méditerranée. Et lorsque Isabelle la catholique décède, dans son testament, elle dit qu'elle veut conquérir l'Afrique du Nord, elle veut christianiser l'Afrique du Nord. Donc l'ambition est là, enfin le projet est là. Le projet religieux, vous avez vu que, je vous avais parlé la dernière fois, elle voulait plus d'islam en Espagne, et donc elle les a chassés avec tous les moyens, toute la passion qu'elle a pu mettre dedans. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est l'Afrique du Nord, et déjà début du XVIe siècle, l'Espagne prend Oran, prend Mers el Kébir, prend Ceuta, donc déjà elle se positionne en Afrique du Nord. Alors je vous disais que Charles Quint est le petit-fils donc d'Isabelle la catholique, et elle porte bien son nom. Quand les historiens ou quand les contemporains lui ont donné un titre, c'est pas pour rien. Alors elle a eu plusieurs enfants, et une de ses filles s'appelle Jeanne. Jeanne la folle. Elle est surnommée Jeanne la folle. Oui, elle était dingue. Enfin, elle était dingue. Les historiens ou les contemporains lui ont donné le nom de Jeanne la folle. Elle n'a pas régné. Elle a été, comment dire, compartimentée. Comment on dit, le mot il est d'actualité pour le moment. Elle a été, enfin, elle ne pouvait plus sortir, etc. Alors, Jeanne la folle, elle était folle de quoi? D'abord, elle était folle de son mari, parce que son mari s'appelait Philippe le Beau. Alors, Philippe le Beau, donc vous imaginez Philippe le Beau et Jeanne la Folle, qui sont les parents donc, de Charles d'Habsbourg, qui va devenir Charles Quint. Et donc, elle a été folle de son mari, et puis un jour, il a trompé, alors elle était folle, elle a guillotiné, ou alors elle a tué les maîtresses, elle les a rasées, enfin, elle était dingue, complètement dingue. Ensuite, quand son mari est mort,
Philippe le Beau, lorsqu'il est mort, c'est-à-dire qu'elle aurait dû continuer la succession. C'est-à-dire que c'est elle qui aurait dû régner, parce qu'elle n'est morte que en 1548 ou en 1555, enfin, à la moitié du siècle. Donc elle était appelée à régner, mais elle n'a pas régné. Elle n'a pas régné longtemps, parce qu'elle elle était démente quand son mari est mort. C'était la folie de sa vie, et donc elle ne pouvait pas gouverner. Et donc le pouvoir va être pris par son fils, Charles, qui va hériter. Alors imaginez le royaume que Charles Quint va hériter. Il va hériter donc des trois couronnes d'Espagne, des Pays-Bas, du Saint-Empire germain, romain, des deux Siciles. Vous imaginez la puissance que Charles Quint détient à ce moment-là. Et donc Charles Quint, lui, est dans cette lignée des rois catholiques. Et bien sûr, il veut prendre position sur la Méditerranée. Et je vous parlerai une autre fois de toutes les batailles qu'il y a eu, en tout cas en Afrique du Nord, pour il essaie de prendre place. Et Charles Quint termine son règne, finalement, avec. Il a beaucoup fait et il s'est beaucoup affaibli. Donc c'est un règne, malgré tout, qui n'est peut-être pas très positif. Alors, un autre personnage, c'est. Parlons plutôt de Henri VIII, tiens. Parce que donc vous voyez que je vous disais que le XVe siècle, la Reconquête, elle a eu des implications parce qu'elle a porté l'idéologie religieuse. Mais cette idéologie religieuse des catholiques est portée contre les impies, contre les infidèles, contre les antéchrists, contre les mahométans, contre les maraboutans, les imamitans. Enfin, on ne sait même pas comment appeler les musulmans. Mais pas seulement contre les musulmans, c'est aussi contre les hérétiques. Contre les hérétiques, contre les gens qui font la réforme, ceux qui se coupent du christianisme catholique. Et l'un d'eux, c'est Henri VIII. Alors vous voyez, Henri VIII, on dit beaucoup de mal de lui. On dit, oh, les 8 femmes, je sais pas, il a décapité quelques-unes, etc. Mais Henri VIII, son image a été salie parce qu'il s'opposait à l'Église, parce qu'il était contre Rome. Donc Rome ne s'est pas privé de salir le personnage pour l'histoire. Mais Henri VIII, je crois que les Anglais peuvent le dire, c'est quand même quelqu'un qui a restauré la puissance d'État. Probablement avec la terreur, certainement. Mais en tout cas, il a restauré la puissance d'État, il a installé une religion nationale qui est l'anglicanisme et qui est contre le catholicisme. Alors, Henri VIII, il faut savoir que sa première femme est la fille d'Isabelle la catholique. Donc vous voyez, cette rigueur des pieux espagnols, vous voyez, eh bien, une de ses filles a épousé Henri VIII. Et quand il a divorcé, il a divorcé parce que, c'est toutes ces rigueurs religieuses, là, tu sais, tu te maries avec une femme et tu ne la quittes plus, ça ne lui convenait pas. Et donc, il a fondé une nouvelle, il a rompu avec Rome, il a rompu avec l'Espagne, et il a fait un État indépendant et une religion indépendante qui est l'anglicanisme. Et sa deuxième femme, qui s'appelait Anne Boleyn, bon, je ne vais pas non plus m'étendre, mais c'était la Frenchess, donc il a décapité, c'est pas sans raison, hein. Il y a une affaire politique là-dessous. Sa deuxième femme, elle était pro-française, pro-François Ier, on se demande si elle n'était pas espionne, oui, c'est peut-être une Matahari de l'époque, et donc s'il l'a guillotiné, enfin il a coupé la tête avec le sabre, il l'a condamné à mort, il y a quelque chose, c'est que je crois qu'elle était catholique, proche du français, quelque chose au sein de la cour d'Angleterre. Et donc, je pense que c'était un acte de trahison par rapport à Henri VIII. Et donc, Henri VIII l'a fait condamner à mort. Et voilà. Donc, et puis après, bon, il y a toute une série. Bon, le personnage, en tout cas, vous voyez que cette guerre religieuse, cette identification religieuse, c'est pas uniquement contre les Mahométans, c'est aussi contre la réforme. Et par exemple, nous avons aussi les Hollandais. Ce XVIe siècle, c'est là où se passe une guerre de 80 ans, la guerre des Gueux. Une guerre où les Flamands s'opposent à Charles Quint. Et donc, même en Belgique, du côté de Gand, on sait très bien les oppositions qu'on a eues contre le pouvoir de Charles Quint.
Et savez-vous, par exemple, que les Hollandais, si on peut l'appeler ça les Hollandais, je pense que c'est plus juste de dire les Flamands, eux, ils écrivaient, les Flamands, on entend, parce que c'est toute la région, c'est aussi la Belgique et la Hollande, c'est toute cette région-là. Et eux se disaient plutôt turquistes que papistes. Donc vous voyez, donc vous voyez que dans ce côté religieux, identification religieuse, alors en Allemagne, nous avons aussi la Réforme. En Suisse, nous avons Calvin, c'est aussi un changement dans la religion. On n'adhère pas au catholicisme de Rome. Voilà. Donc les personnages de l'histoire, donc je vais citer Charles Quint, François Ier. François Ier est intéressant. François Ier amène une nouvelle forme de diplomatie. Il amène les arts, il amène la culture, donc il développe quelque chose de nouveau. Et lui s'oppose à Charles Quint, il s'oppose à Henri VIII, il s'oppose aussi, mais il s'allie avec Sulayman le Magnifique, Sulayman l'Ottoman. Donc vous voyez, les relations sont assez, ce sont des pouvoirs qui sont en train de se mettre en place. Et bon, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire européenne, parce qu'on sait que François Ier a été arrêté à la bataille de Pavie, et que la France, les Francs, c'est pas encore la France, mais le royaume des Francs, va essayer de conquérir une partie de l'Italie. Ils vont récupérer l'Italie, le duché de Nice, je crois, et ils vont souffrir sur le duché de Milan plutôt. Ils vont essayer de récupérer le Naples. François Ier va s'allier à Barberousse. Oui, mais ça, je vous raconterai ça dans une autre fois. C'est-à-dire que Barbarossa devait prendre Naples et l'autre devait prendre le nord de l'Italie et il devait faire jonction. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Mais c'est pour vous dire comment c'est stratégique ce XVIe siècle entre les puissances. Alors, François Ier, c'est quand même, oui, c'est quelque chose d'important. Il a porté la langue française. Ah oui, c'est-à-dire qu'il fallait se couper du latin. C'est un peu d'actualité pour nous, hein, se couper du latin de Rome. Et on va désormais parler le François, enfin ce qui allait devenir le français. C'est pareil avec Luther. Luther, il fait la Bible, mais il fait la Bible en allemand. Pas en latin, c'est fini. Il y a une langue nationale, une langue populaire. Hein? Vous savez à qui je pense, là, hein? Donc une langue du peuple, que le peuple comprenne, avec laquelle vous pouvez communiquer, avec laquelle vous pouvez parler religion. Hein, monsieur Caïs? Allez, comme il dit Michel Drucker, bien un bonjour à vous, je ne sais pas quoi. Asseyez-vous. Donc les personnages, vous avez François Ier, et vous avez aussi Soliman le Magnifique. Donc Soliman le Magnifique, c'est aussi un personnage dont il y a toute une littérature avec Roxelane, le grand législateur, c'est le grand personnage aussi de ce XVIe siècle. Et voilà, donc vous voyez combien ce siècle est intéressant. Et en plus, il y a aussi on a focalisé par exemple sur les pirates des mers. C'est aussi le siècle de Barberousse, de Dragut, la Dragut Becha, mais bon, je vous parlerai plus en détail dans toutes ces choses-là, dans toutes ces batailles. Voilà. Alors, je m'arrête là peut-être. Je suis à combien de minutes? Je suis à 17 minutes. Bon, allez. Je vais m'arrêter là et je reprendrai certainement tout à l'heure pour parler plus de l'Afrique du Nord. Alors oui, dans ce contexte du XVIe siècle, c'est aussi le siècle de la découverte de l'Amérique, de nouvelles richesses, des nouvelles routes maritimes, de la croissance du commerce, et tout ce que Brodel va analyser est très très intéressant. Mais seulement on a mis en avant plutôt l'idéologie religieuse, l'identification religieuse, et ça, malheureusement, ça va marquer les populations pour les prochains siècles. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'idéologie des fils d'Adam, nous sommes tous les fils d'Adam, nous sommes tous des monothéistes, nous sommes tous des gens du livre, tel que l'islam le concevait. La question n'était pas... Il y a quelque chose de laïque dans l'islam, dans l'islam originel, je vous mens pas. C'est-à-dire que le respect des religions, mais là c'est différent, il faut imposer sa religion. Et l'islam va réagir par rapport à ça, par rapport à cette histoire reconstruite.
On ne va plus vers cet idéal de paix intérieure, de paix personnelle, de gens du livre, de peigne, tout ce qui est dit dans le Coran, où on vit en communauté, etc. Peu importe que vous soyez juste, c'est pas ça l'essentiel. Et, euh, et on va avoir une nouvelle idéologie. Je vous ai parlé de l'impezia del sangue, c'est-à-dire la pureté du sang, la pureté de la religion, la pureté de ceci et de cela. Et les musulmans vont finir par réagir par rapport à ça et ils vont faire la même chose du fait d'une histoire reconstruite. Donc c'est pour ça que je vous disais que la Reconquista va faire beaucoup de mal. Et l'histoire récente de l'Algérie, etc., vous savez, ce rapatriement qu'on a eu des populations nord-africaines vers l'Europe, c'est une réponse historique à ce qu'ont vécu les Morisques, etc. Donc ce sont des plaies dans l'histoire, et c'est important d'en parler pour quand même mettre fin et arriver un jour à se dire, mais écoutez, peu importe qui vous soyez, peu importe quoi vous pensez, c'est une vie de cohabitation et c'est en fait le système du droit des États modernes, c'est-à-dire d'une nation avec des citoyens, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils pensent, et ce sont des principes de laïcité dont les éléments se retrouvaient, dont les éléments de réflexion étaient déjà dans l'Espagne musulmane. On a eu des auteurs, Averroès, etc., qui ont parlé de ces choses-là. Donc il y a quand même, voilà. Dans mon bouquin, malheureusement, j'ai pas assez développé cette part-là. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao, ciao.